Ce sera ensuite à toi, Eliane, et puis nous terminons par le professeur Dupuis. Tu es un amateur de méthode. Il faudra revoir cette partie-là. Hein. J'ai pas fini ma méthode. Bah, d'habitude, c'est le modérateur qui décide. J'ai pas fini. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'après chaque intervention, je poserai 3 questions. Ces questions seront extrêmement courtes. On n'y répondra pas. C'est à la salle de les reprendre. C'est à la salle de les reprendre en fonction de son humeur. Voilà. Eh bien alors, cher grand maître, tu as la parole. Merci Frédéric de cette introduction. Et on peut rire en effet en maçonnerie. Merci à toi. Chers amis, l'introduction de Monsieur le Ministre a été effectivement très intéressante parce qu'elle a balayé enfin l'ensemble à peu près du champ et du périmètre dans lequel il nous revient de nous déplacer. Je vais quant à moi, n'étant pas un spécialiste en physique comme peut l'être notre sœur, n'étant pas un spécialiste dans les nanotechnologies, essayer de donner une vision un peu épistémologique de la question « Faut-il avoir peur de la science ?» Si la question est posée de manière aussi radicale, la réponse est non. Voilà, j'ai fini. Mais si on essaie de creuser un peu, on va essayer de le comprendre et je voudrais le faire en vous proposant une réflexion sur 2 mythes qui me semblent être 2 mythes qui caractérisent à la fois le XXe siècle que nous venons de quitter il y a quelques années et puis le XXIe dans lequel nous sommes rentrés. Et je crois fondamentalement à la qualité et à l'intelligence anticipatrice de ces 2 mythes, car l'un est un mythe de la Grèce antique, il a 30 siècles environ, et on y retrouve l'intelligence des Grecs. Et puis l'autre est un mythe plutôt qui remonte à l'Allemagne médiévale, et je vous dirai lequel, et qui me semble caractériser les temps modernes. Le XXe me semble être caractérisé par le mythe de Prométhée. Il est en quelque sorte presque son achèvement ultime. Prométhée, c'est une histoire que nous connaissons tous, je la rappelle simplement pour mémoire. Prométhée, bref, s'introduit dans la forge de l'Olympe pour s'emparer du savoir, du fer, du feu, de la métallurgie en général, et il réussit à se saisir de ce savoir technique, de ce fer, de ce feu, de cette métallurgie, et veut le donner aux hommes. Et avant de le donner aux hommes, il a un mouvement de recul, ce qui est intéressant. Il a un mouvement de recul, il se dit, mais si je donne aux hommes le pouvoir technologique du fer, du feu, ce savoir-faire terrifiant qui peut les conduire à produire des armes de destruction massive, eh bien, je vais leur apporter à la fois une solution et en même temps un vaste problème. Alors, avant de leur donner le fer, le feu, ce savoir-faire, je vais essayer de m'introduire également dans l'acropole pour me saisir de l'art politique qui seul est capable de faire vivre ensemble les êtres humains dans un minimum d'harmonie. Mais l'acropole est trop bien gardée. Et comme il ne réussit pas à y pénétrer, eh bien, il finit par donner aux hommes le savoir technique de la métallurgie, du fer et du feu, à la fois par défaut et par dépit, tout en sachant que ça ne fera pas que régler des problèmes, mais ça fera également quelque chose comme en poser de grave. Et effectivement, ça pose très rapidement de graves problèmes, car les hommes se saisissent de ce savoir pour leur propre bien, mais aussi pour s'opposer très rapidement les uns aux autres dans des bagarres interminables et des guerres interminables qui risquent de les conduire à la destruction de ce qui était alors l'humanité. Nous sommes dans un mythe, bien entendu. Le mythe n'est pas l'histoire. C'est une forme métaphorique d'une vérité qui traverse l'histoire, mais ce n'est pas une histoire au sens historique. Et ces bagarres entre les hommes font un bruit terrible, ce qui fait que Zeus, qui habite à l'étage du dessus, entend ce bruit, et Zeus est quelqu'un de sympathique, mais qui n'aime pas le bruit. Et donc il demande à son messager, Hermès, son fidèle messager Hermès, de descendre sur terre et d'aller porter aux hommes, écoutez bien, d'aller porter aux hommes, cette affaire à 30 siècles, le sens du respect mutuel et de la justice. Il y a 30 siècles, les Grecs comprennent que si on ne donne aux êtres humains que le savoir technologique, que le savoir technique, eh bien, cela ne leur suffira pas pour vivre ensemble dans l'harmonie. Eh bien, ce mythe traverse comme une vérité la totalité de l'histoire occidentale. Je me limite à celle-là car il faut bien se donner des limites. Et je crois
que le XXe est un accomplissement du mythe de Prométhée. Le XXe a commencé dans les fanfares assourdissantes des barbaries totalitaires. Moscou, Verdun, Berlin, les guerres industrialisées, la Première Guerre mondiale. La science n'est plus innocente car effectivement la technique permet, la chose a été évoquée ce matin, de produire des armes de destruction massive. Et puis la Seconde Guerre mondiale, où l'on ravage les territoires du voisin au motif idéologique que ceux qui y vivent ne sont pas nés du bon côté de la race, de la classe sociale, et qu'il s'agit de les détruire, y compris ceux de son propre peuple. Le milieu du siècle essaye de nous jouer une musique un peu plus douce, celle des droits de l'homme, qui doivent triompher partout, et celle de la science et de la technique, qui doivent apporter aux êtres humains non seulement le bien-être, mais aussi le bonheur. Problème, bien-être et bonheur, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bref, on était sur un petit nuage et on est redescendu de ce nuage, car la fin du siècle a vu revenir en force des idéologies assez terrifiantes et sûres de leur vérité et de leur vérité dogmatique, pour s'imaginer que le salut de certains peuples, communautés, cultures, de certaines religions devait passer par leur domination et manifestement disposés à se donner les moyens d'y parvenir. En bref, l'optimisme transcendantal de Pangloss, le copain de Candide, qui aimait à se réjouir des progrès du bonheur et des bonheurs du progrès, en a pris un sacré coup. Et comme l'a dit avec ironie Edgar Morin, parlant de cette époque, je le cite, « Cet âge de fer que fut le début du XXe siècle nous a manifestement démontré que nous n'en étions plus au temps de l'homme des cavernes. Mais il nous laisse entendre peut-être encore que nous en sommes encore au temps des cavernes de l'homme. » Je vous laisse sa citation qui est riche de perspectives. Alors que s'est-il passé alors que le XVIIIe était porteur de toutes les promesses et de toutes les lumières ? Eh bien, l'erreur a peut-être été de considérer que la rationalité scientifique et technique, qui est un formidable instrument au service du progrès du savoir, probablement le meilleur, la rationalité scientifique et technique, pouvait automatiquement se transformer en raison morale et politique, autrement dit faire le lien avec le raisonnable, car la ratio latine a deux sous-produits, la rationalité intellectuelle, qui est notre modalité d'appréhension et de compréhension du monde, et puis le raisonnable, qui relève, lui, du comportemental et de la volonté de vivre ensemble des êtres humains. Eh bien, manifestement, ce siècle nous a prouvé qu'il ne suffisait pas d'être rationnel pour devenir raisonnable et que la rationalité pouvait être mise au service des buts les moins avouables. La chose a été précisée par Monsieur le ministre à l'instant. On pourrait faire de ce phénomène une analyse critique inspirée par celle de Nietzsche, qui, au début du XXe siècle, considérait que sa culture et sa société étaient une culture affectée d'une pathologie qui consistait en son absence totale à promouvoir un véritable sens et à se donner de véritables valeurs, hormis les valeurs de la société industrielle de la fin du XIXe, qui faisait tourner à plein régime des usines de feu, de fer et d'acier, on est en plein dans Prométhée là pour le compte, et qui refusait de voir arriver les orages que pourtant lui annonçaient les poètes, les philosophes, les artistes et les penseurs en général. Nietzsche considérait cette culture de la fin du XIXe hyper-technologique, au sens prométhéen du terme, comme une culture de dépressif chronique, ce qui ne manque pas de piquant quand on connaît un peu la fin de sa vie, parce que dépressif il le fut et pas seulement chronique. Mais à un siècle de distance, puisqu'il meurt au début du XXe, on pourrait reprendre son analyse et considérer que l'hyper-valorisation aujourd'hui et depuis longtemps de l'hyperpuissance scientifique pourrait ressembler comme un symptôme de cette dépression postmoderne. Nous nous réjouissons d'avoir, grâce à la science et la technologie, détruit des superstitions qui donnaient du sens à la vie de nos ancêtres, et nous avons incontestablement raison. Vouloir revenir en arrière sur ce point ne peut être qu'une ineptie cultivée par ceux qui veulent vendre de la soupe sectaire dans des arrière-boutiques aux odeurs rances. Mais au nom de cette rationalité, effectivement souveraine dans bien des domaines, nous avons balayé ce qui pouvait donner du sens à nos existences. Et je fais référence à la formule évoquée ce matin du prix Nobel de chimie,
l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. Eh bien, nous avons continué, et le modèle de développement de la science occidentale se retrouve dans la formule de Francis Bacon, « Knowledge is power », le savoir, c'est du pouvoir, et la formule archi-connue de Descartes, « Le savoir, dit-il, est destiné à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». Alors, maître et possesseur de la nature, le programme est pour une bonne part réalisé, et il se poursuit, même si il faut toujours découvrir et inventer. Et il se poursuit à grande vitesse entre la mise en œuvre de nanotechnologies qui instrumentalisent l'infiniment petit. Nanotechnologie, c'est la maîtrise du 10 puissance moins 9, le milliardième de mètre. Et puis la mise en œuvre de télescopes géants qui, pointés vers des trous noirs situés à des millions d'années-lumière, nous en renvoient comme des échos de solitude interconnectés et partenaires. Science sans conscience, la formule n'est pas de moi. Science sans conscience, la manipulation est devenue une caractéristique majeure de cette technoscience triomphante, qui fait ainsi peser des menaces sur le futur, car si elle nous donne la maîtrise de la nature, et tant mieux, elle n'a pas toujours elle-même la maîtrise de son propre savoir. Et il peut se produire aujourd'hui pour la génétique, la biologie, etc., ce qui s'est produit il n'y a pas longtemps avec l'atome, lorsqu'il est sorti des enceintes confinées des laboratoires. Le mythe de Prométhée caractérise donc, me semble-t-il, le XXe siècle en tant que triomphe de l'hypertechnologie, mais nous sommes en train de glisser avec ce que je viens d'évoquer, nanotechnologie notamment, dans un autre mythe. Et je vais essayer de le caractériser. L'inhumanité du début du XXe est marquée par la barbarie des folies totalitaires. Mais ce qui est mort au début du XXe siècle, ce sont ces millions de morts d'hommes, de femmes et d'enfants que l'on a sacrifiés parce qu'ils n'étaient pas nés du bon côté de la race, de la classe, etc., etc. Mais nous sommes peut-être, je dis peut-être car je ne crois pas à la catastrophe. Je serais tenté un peu comme Francis Fukuyama qui a écrit sur ce sujet un livre qui s'appelle « La fin de l'homme ». Non, il y a la fin de l'histoire et la fin de l'homme. La fin de l'homme, ça a suivi quelques années après. Hein, voilà. Et il fait confiance à l'être humain pour récupérer la situation, mais je crois qu'il ne faudrait pas que nous marchions trop longtemps au bord de l'abîme. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que nous avons remplacé les barbaries totalitaires et leur capacité à générer des millions de morts par une barbarie peut-être plus soft et plus subtile, qui serait la barbarie, non pas scientifique, mais technologique. Qu'est-ce que la barbarie technologique ? Eh bien, c'est une barbarie qui se manifeste lorsque la pensée de la technique devient une valeur supérieure à la pensée de l'humain. Or, et c'est le mythe sur lequel je veux arriver, qui est un mythe de la dépossession qu'on trouve dans le Moyen-Âge allemand et que l'on connaît plus récemment avec Marie Shelley, c'est celui de Frankenstein. C'est le mythe de la créature dépossédée de son pouvoir, qui n'arrive plus à contrôler ce qu'elle a créé. Eh bien, la question que je me pose est celle-ci. La convergence technologique aujourd'hui des nanotechnologies, des biotechnologies, NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, technique et technologie de l'information et sciences cognitives, en arrive à un point tel de maîtrise que l'on se demande si tout ne devient pas possible tout simplement parce que c'est faisable. Et je pose la question, a-t-on le droit de tout faire parce qu'on sait le faire ? Je crois que non, mais ce n'est pas à moi d'y répondre, j'ouvre simplement la question. Et nous glissons, car le mythe de l'apprenti sorcier est un mythe de la démaîtrise, au contraire de la maîtrise cartésienne, et le professeur Dupuis développera peut-être cet aspect. Le mythe de l'apprenti sorcier, c'est quoi ? C'est l'apprenti sorcier par incompétence ou par négligence. En gros, il suffit de regarder Les Visiteurs, numéro 1, la première fois, et on a compris. Il ouvre le couvercle de la marmite, quelque chose s'en échappe, et il n'arrive plus à mettre la main dessus, et ça part, et ce n'est plus contrôlé.
C'est un mythe de l'incompétence aussi, parce qu'il lui faudrait à un moment la formule magique qui lui permet de faire retourner le truc dans la marmite, et il n'y arrive pas. Eh bien, nous glissons progressivement de ce mythe de l'apprenti sorcier par incompétence ou par négligence vers un apprenti sorcier par finalité, et je me range à vos travaux, professeur Dupuis, parce que je les ai lus avec passion il y a longtemps déjà, et vous développerez peut-être cet aspect des choses. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les capacités que l'être humain se donne aujourd'hui par la science et par la technologie, qui est en quelque sorte la queue de la comète, et ce qui, naturellement, vient permettre la transformation du réel. La science elle-même, dans sa vocation la plus pure, serait la compréhension du réel. La technique, c'est appuyer sur cette compréhension la capacité et la volonté de le transformer, car c'est la technologie et la technique qui nous donnent le moyen de transformer ce réel. Eh bien, voyez-vous, je crois fondamentalement, tout en ne croyant pas à la catastrophe, je le redis, que nous avons passé, et nous sommes passés dans ce mythe de la démaîtrise et le mythe de l'apprenti sorcier, un mythe par rapport auquel le mythe de Prométhée aura l'air d'être de l'eau tiède si l'on réfléchit à ce qui pourrait nous attendre si nous n'étions pas vigilants. J'en termine en disant ceci. L'être humain a aujourd'hui la capacité de fabriquer du vivant ex nihilo, pratiquement. L'être humain a aujourd'hui la capacité de fabriquer de l'humain ex nihilo, ou pratiquement. Une des questions ouvertes, le jour où on fabriquera un humain totalement ex nihilo, si la chose devient absolument possible, je pose la question de quel sera le statut ontologique de cet humain-là. Sera-t-il un objet, une machine ou un être humain? Car, voyez-vous, dans les barbaries totalitaires, on a voulu transformer les hommes et les êtres humains en objets ou en machines. Je rappelle assez souvent cette formule d'Ernst Jünger dans un de ses livres qui raconte l'histoire d'un camp allemand où un officier supérieur sermonne un de ses subalternes qui vient de parler de façon presque humaine à un détenu. Et il le sermonne en lui disant « Tu n'as pas à lui parler de cette façon, ce n'est pas un être humain, c'est une chose. Das ist kein Mensch, das ist ein Ding, une chose. » Eh bien, nous n'en sommes plus à cette barbarie-là. Mais lorsqu'on observe les manipulations d'aujourd'hui et la capacité que l'être humain se donne sur la génétique, la biologie, par l'évocation et l'intersection de ces NBIC, nano, bio, etc., etc., je me demande si nous n'aurons pas un jour rendez-vous avec ce que Isaac Asimov écrit dans un de ses livres pour nous interpeller, lorsqu'il dit « Le jour où les robots enterreront le dernier homme qui a contribué à leur donner naissance, alors les robots parleront des hommes comme les hommes parlaient des dieux. » Eh bien, faisons en sorte, chers amis, de ne jamais devenir des dieux. L'humain nous suffit, mais faisons en sorte aussi que cet humain, un jour, puisse prendre une forme majuscule. J'ai terminé. Merci.